À la une de ce journal, Emmanuel Macron est en visite dans le Golfe, Émirats Arabes Unis, Qatar et Arabie Saoudite. Condensé sur une durée de 2 jours à peine, ce parcours est semé d'enjeux commerciaux de taille. Et le président ne perd pas de temps, il vient de signer la vente de 80 Rafales aux Émirats Arabes Unis. On en parlera avec Bruno Darou dans ce journal. Au Liban, le ministre de l'Information, Georges Kordaï, jette l'éponge et démissionne. Ses propos critiques à l'égard de la guerre au Yémen avaient provoqué l'ire des pays arabes engagés dans le conflit. Et puis enfin, nous parlerons de cette journée mondiale des personnes handicapées. Pour l'occasion, on vous emmène en Afrique du Sud, où une surfeuse atteinte de paralysie motrice cérébrale a fini 2e au championnat du monde. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Emmanuel Macron est donc en tournée dans le Golfe, une tournée courte, mais les enjeux, eux, sont colossaux. La France vient tout juste de sceller avec les Émirats Arabes Unis la vente de 80 avions Rafale et de 12 hélicoptères. On écoute le chef de l'État à ce sujet. C'est le plus gros contrat militaire à composante française de notre histoire, celui que nous signons là. Est-ce que la France peut rester passive dans la région? Non, je ne crois pas. Je pense que nous sommes une grande puissance d'équilibre, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Notre rôle, c'est d'agir. Et on ne peut pas agir pour le Liban, on ne peut pas agir pour l'Irak, on ne peut pas agir contre le terrorisme dans la région, lequel, je le rappelle, nous a frappés en 2015. Si nous ne nous mettons pas en situation de discuter avec tout le monde et d'avoir des relations stratégiques et de confiance avec les partenaires qui suivent notre agenda. Et ces contrats, comme ceux que nous signons aujourd'hui, sont des contrats importants pour notre économie. Ils créent de l'emploi, et ils créent de l'emploi en France. Voilà pour les propos d'Emmanuel Macron. On en parle avec vous, Bruno Darou. Alors, on a entendu le chef de l'État aborder d'abord ce contrat, juteux, il faut le dire, et puis ensuite le rôle diplomatique de la France dans cette visite au Golfe. D'abord, joli contrat, donc, mais qui pose tout de même la question des droits de l'homme dans tout ça. Oui, c'est l'éternel problème en fait de la France, qui est une grande puissance d'équilibre, comme le dit Emmanuel Macron, qui est en fait une puissance moyenne à rayonnement international. Et donc, effectivement, si la France veut peser sur les enjeux régionaux, il faut qu'elle ait des relations avec les Émirats Arabes Unis, avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, ça ne fait pas de doute. Il y a en plus le fait que la France a une base militaire dans les Émirats Arabes Unis qui lui est fortement utile pour certaines opérations. On l'a vu cet été avec le rapatriement des ressortissants français qui étaient en Afghanistan. C'est aussi une façon de se projeter sur la zone Indo-Pacifique. Bref, c'est un endroit stratégique et il n'est pas illogique que la France y soit. Après, ça c'est sur le plan, on va dire, diplomatique stratégique. Après, c'est tout le volet commercial en fait qui est plus problématique, parce qu'effectivement on peut très bien concevoir que la vente de 80 Rafales, effectivement, d'un pur point de vue business, milliards rapportés, au total c'est avec les 12 hélicoptères aussi qui sont livrés, c'est au total un contrat de 17 milliards d'euros. Donc oui, bien sûr, ça compte et effectivement ça va créer des emplois en France, mais c'est aussi fournir de l'armement à des États qui sont pas très regardants sur les droits humains et qui en plus sont impliqués, comme certains de ces États, dans des guerres régionales, en l'occurrence dans la guerre au Yémen. Et quand on voit à quel point ce type de coopération, soit pour la lutte antiterroriste, soit pour la coopération militaire, en fait, peut parfois poser problème, comme ça a été révélé récemment concernant la coopération antiterroriste entre la France et l'Égypte, qui fait qu'un appareil de reconnaissance français, finalement, visiblement, serait utilisé pour non pas repérer et tuer des djihadistes, mais simplement des contrebandiers, c'est-à-dire des civils. Oui, il y a de quoi quand même s'interroger. Oui, on peut dire que la France continue à privilégier une forme de réelle politique assez froide au détriment des valeurs que, par ailleurs, elle prétend incarner concernant la question des droits de l'homme. Alors l'Élysée dit nous devons avoir ce dialogue et c'est un dialogue exigeant, tout est dans le exigeant, mais franchement là, on est un peu dans la rhétorique. Voilà pour le contrat juteux signé dans le domaine de l'armement. Emmanuel Macron a donc également précisé que pour tenter de trouver une solution à la crise que traverse le Liban, eh bien, il faut parler avec ces pays du Golfe. Des pays du Golfe qui ont rompu toute relation avec Beyrouth. En cause, les propos d'un ministre libanais sur la guerre en cours au Yémen, menée entre autres par les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Alors, le ministre concerné a annoncé aujourd'hui sa démission, mais suffira-t-elle à apaiser cette crise diplomatique? On a posé la question à Zeina Antonios, elle est justement notre correspondante dans le pays. On espère que sa démission va calmer la diplomatie
qui a refusé pendant des semaines, puisque l'incident était arrivé fin octobre, il avait refusé jusque-là de démissionner. Évidemment, on se doute que ce n'est pas uniquement les propos de Georges Kordahi qui ont mais c'est en dessous, c'est la mainmise du Hezbollah sur le Liban et sur le gouvernement libanais qui dérange l'Arabie saoudite, et c'était un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Je rappelle que cette crise diplomatique, elle a commencé lorsque des propos du ministre, il était en train de critiquer l'engagement de l'Arabie dans la guerre du Yémen, et où il soutenait également les rebelles aussi. Et donc, quand ces propos ont été diffusés à la télévision, évidemment, tollé entre le Liban et l'Arabie saoudite, qui a pris des mesures très dures à l'égard du Liban. Elle a rappelé son ambassadeur, elle a coupé ses relations diplomatiques avec le Liban, elle a arrêté toutes sortes d'importations du Liban, et l'Arabie a été suivie par d'autres pays, notamment les Émirats, le Bahreïn et le Koweït. Le ministre des Nations refusait de démissionner parce qu'il est soutenu par le Hezbollah, le parti pro-iranien bête noire de l'Arabie saoudite. Dans les coulisses, on dit que c'est le président Macron lui-même qui a aidé à ce que cette démission ait lieu, et que c'est une carte sur laquelle il pourrait utiliser dans ses négociations avec le prince héritier Mohammed Ben Salman, pour justement que cessent ces mesures punitives à l'encontre du Liban, qui, je le rappelle, a une diaspora de centaines de milliers de personnes dans les pays du Golfe, qui envoient des milliards de dollars au Liban tous les ans. Et également, en ce qui concerne le commerce, les pays du Golfe sont les premiers importateurs de produits libanais. Voilà pour la situation au Liban, où vous l'avez compris, le gouvernement espère que la démission de son ministre de l'Information permettra d'apaiser la crise diplomatique avec les pays du Golfe. Bruno Darou, vous êtes toujours à mes côtés. Cette démission, elle devrait peut-être aussi faciliter les choses pour Emmanuel Macron, qui demain sera en Arabie Saoudite. Oui, visiblement, le président français a fait pression sur le gouvernement libanais et a été entendu. Le ministre Kordahi lui-même l'a dit, a fait clairement comprendre, en fait, c'était pour faciliter la tâche du président français dans les discussions qu'il aura demain avec le prince héritier saoudien, le fameux tristement célèbre Mohammed Ben Salman, pour que effectivement l'Arabie saoudite revienne sur sa position très dure adoptée vis-à-vis du Liban suite aux déclarations de ce ministre Kordahi, proche du Hezbollah. Donc on va voir si effectivement les choses bougent sur la situation au Liban. Ce qu'espère visiblement Emmanuel Macron, c'est que ce retrait suite à des déclarations qui ont été jugées très anti-saoudiennes concernant la guerre au Yémen permettent à l'Arabie saoudite de revenir un peu en force sur le devant de la scène libanaise, et notamment en injectant à nouveau de l'argent dans un pays qui, vous le savez, est frappé par une terrible débâcle économique. Donc c'est en ce sens que devrait s'orienter la discussion. De ce fait, effectivement, le Hezbollah a quelque part accepté de retirer son ministre pour permettre ces négociations entre Emmanuel Macron et le prince héritier MBS. Alors ce prince héritier, vous savez que évidemment, il a ce triste crime, cet odieux crime du journaliste Ramal Khashoggi il y a 3 ans qui pèse sur lui, même si la justice de son pays l'a innocenté, mais il est jugé infréquentable par de nombreux dirigeants. Et l'autre difficulté pour la forme qu'aura Emmanuel Macron demain à Jeddah, où il va le rencontrer en Arabie Saoudite, c'est que ce sera un des premiers dirigeants occidentaux de poids qui va rencontrer Mohammed Ben Salman. Merci Bruno Darou pour cette analyse suite à la visite d'Emmanuel Macron dans plusieurs pays du Golfe. Le pape François, lui, est en visite à Chypre. L'île n'est pas épargnée par la crise migratoire que connaît l'Europe. Le souverain pontife a annoncé qu'il ramènerait avec lui en Italie au moins 50 migrants. Jules Boiteau. Retrouver la fraternité et dépasser les divisions. C'est le message qu'a voulu envoyer le pape au second jour de sa visite à Chypre, où les arrivées de migrants ont augmenté de 38% cette année. Aux portes du foyer de la crise migratoire, le pape a mis en garde les Européens contre les murs de la peur et les intérêts nationalistes, lors d'une grande messe célébrée à Nicosie ce vendredi, devant plus de 7000 fidèles. Il a également souhaité une gestion plus humaine des exilés, ainsi que l'aide des autres membres de l'Union européenne. Chers frères et sœurs, face à nos propres obscurités et aux défis auxquels nous sommes confrontés dans l'Église
et dans la société, nous sommes appelés à renouveler notre sens de la fraternité. Si nous ne dialoguons pas, si nous ne marchons pas ensemble, nous ne pourrons pas guérir pleinement de nos aveuglements. Une fraternité que le pape a décidé d'exprimer par l'accueil de 50 migrants au Vatican, qui rentreront avec le cortège apostolique. Après la venue de Benoît XVI en 2010, il s'agit de la seconde visite d'un pape sur l'île, que François décrit comme un point de rencontre entre l'Orient et l'Occident. Ce vendredi marque la journée internationale des personnes handicapées. On vous emmène pour l'occasion en Afrique du Sud. Coup de projecteur sur une jeune femme de 32 ans atteinte de paralysie motrice cérébrale. Elle est arrivée deuxième aux championnats mondiaux de parasurf l'an dernier. Et elle s'entraîne désormais pour atteindre les Jeux Olympiques. Regardez. En Afrique du Sud, la plage de Muizenberg, près de la ville du Cap, est l'un des plus beaux spots de surf au monde. Wow, and Nolu Tando a hâte d'aller aux championnats mondiaux de parasurf en Californie. Elle était très heureuse de recevoir ce jour-là des mains de son mentor, le kit de l'équipe nationale. yes. Née avec une paralysie cérébrale motrice, cette athlète a commencé le surf en 2014. Une discipline qui a changé sa vie. Nolu Tando a beaucoup de mal à marcher, mais elle est comme un poisson dans l'eau quand elle se retrouve sur sa planche. Au championnat du monde de l'an dernier, elle est arrivée en deuxième position. You either rise to the occasion or you don't. And Nolo is one of those surfers that just flew. You know, she thrives on the pressure. L'athlète a d'autant plus de mérite que sans sa planche, elle coulerait. Elle ne peut pas nager. I even cry on the final. I was crying. When by the time I came out, I was like, oh no, whether I'm free. Then I saw my team was coming to me, hugged me. I said, what's wrong? I was like, I made it. To me, it's like a physio, a therapy. Even if I am angry on that day, I know, okay, when I am riding the wave, I will take out all of that angerness of me, and then I will make it, and then I will leave it there otherwise. Nolu Tando habite à Kailicha, un township près du Cap. Elle vit sur son allocation d'handicapé d'un peu plus de 100 € par mois. Ces trophées lui permettent de rêver. So it is very challenging. But then I am pushing, I am trying. So my motto is never give up in life. Try hard, try. If you lose today, maybe tomorrow you are going to win. Ouvert à tous les handicaps, le parasurf deviendra bientôt une discipline olympique. Et c'est la fin de ce journal, mais on se retrouve dans 15 petites minutes. Reste avec nous.